Merci, Madame la Présidente. D'emblée, permettez-moi de citer un extrait d'un livre intitulé Notwithstanding Canada, un livre sur l'histoire des discussions constitutionnelles qui ont eu lieu à la fin des années 70, début des années 80. S'adressant à la caméra de télévision qui était pointée dans cette direction, le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau déclarait « Il y a des pouvoirs auxquels le gouvernement ne devrait pas toucher, qui devraient appartenir au peuple. » C'est pourquoi nous l'appelons le forfait du peuple. Il s'agit de savoir quels sont les droits fondamentaux du peuple qui sont si sacrés qu'aucun d'entre nous ne devrait être compétent pour enfreindre ces droits. Le message du premier ministre Trudeau était on ne peut plus clair. Les droits fondamentaux ne doivent pas être violés par les gouvernements. Pourtant, l'article 33 de la Charte des droits et libertés, également connu sous le nom de disposition de dérogation, est en fait hypocrite et contraire même aux objectifs de la Charte. Cet article, l'article 33, permet au Parlement et aux assemblées législatives d'enfreindre les droits énoncés aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte, nos libertés fondamentales, nos droits juridiques et nos droits à l'égalité, sans recours judiciaire. L'acceptation de cet article est un compromis politique fort documenté du fédéral en échange du rapatriement de la Constitution, de l'inclusion de la Charte elle-même. Lors de discussions antérieures sur le rapatriement, comme Roy Romano l'écrivait, procureur général de Saskatchewan pendant les délibérations constitutionnelles, la suggestion provinciale d'insérer cette disposition de dérogation fut rejetée par le fédéral au motif qu'elle irait à l'encontre de l'objectif même de l'enracinement, à savoir la garantie des droits contre les abus des gouvernements. Malheureusement, cette concession était la seule à même de consolider le soutien de 9 provinces, moins le Québec, et du fédéral, mais à certaines conditions. La première étant qu'elle ne s'applique pas à la Charte dans son ensemble, et la seconde, que la disposition relative à la dérogation soit assortie d'une période d'extinction après 5 ans. L'intention était que cet article soit utilisé avec la plus grande retenue. À l'époque, le ministre Jean Chrétien, ministre de la Justice, a dit de cet article que c'était une soupape de sûreté qui ne sera probablement jamais employée, sauf dans des circonstances plutôt non controversées. Et Chrétien disait corriger des situations absurdes sans passer par la difficulté d'obtenir des amendements constitutionnels. Fin de la citation de Jean Chrétien. Ce bref rappel historique est une mise en contexte à la mise en garde contre la normalisation et l'abus de l'utilisation de cette clause aux paliers inférieurs au cours des dernières années. Pourtant, cette normalisation a été étendue lorsque le chef de l'opposition officielle a fait allusion à son utilisation sur son parti formé le gouvernement, ce qui n'a jamais été fait avant au palier fédéral. Voilà qui a attiré mon attention et qui a suscité ma préoccupation. De nombreux dirigeants fédéraux ont reconnu les lacunes de l'article 33. En 2006, le premier ministre Paul Martin, premier ministre de l'époque, s'était engagé, s'il était réélu, à ce que les libéraux suppriment la capacité du fédéral à utiliser la disposition de dérogation, disant que c'était comme un marteau qui ne pouvait être utilisé que pour attaquer la Charte et récupérer l'un ou l'autre des droits individuels. Lors des négociations du lac Meach, le premier ministre Brian Mulroney avait qualifié la disposition de « grand défaut fatal » de 1981 qui réduit tant vos droits que les miens. Il a aussi déclaré, Mulroney, que toute constitution qui, citation, ne protège pas les droits individuels inaliénables et imprescriptibles des Canadiens ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite. Il s'agit de propos accablants émanant de dirigeants respectés. Les partisans de l'inclusion de l'article 33 visaient à protéger les droits non énumérés tout en sauvegardant les institutions, y compris l'indépendance constitutionnelle de nos tribunaux. Il n'avait jamais été question de saper les droits individuels inscrits dans la Constitution. Ça va totalement à l'encontre de l'objectif de l'enchâssement de ces droits. Les rédacteurs originaux de l'article 33, Chrétien, Roy Romano et l'ancien procureur général ontarien Roy McMurtry, l'ont dit fort clairement lorsqu'ils ont dénoncé la première utilisation de la disposition par Doug Ford au palais provincial en 2018 afin de contourner la procédure appropriée. Dans un recueil d'essais intitulé « The Notwithstanding Clause and the Canadian Charter », ça se traduirait par la clause non obstant et la Charte canadienne, édité par le constitutionnaliste Peter Bureau, l'avocat Gregory Borden écrit que jusqu'à récemment, l'hypothèse quasi universelle était que le recours à cette disposition de dérogation était une mesure exceptionnelle qui s'accompagnerait d'un débat politique et qui aurait des conséquences politiques, une hypothèse qui s'est largement vérifiée au cours des 40 dernières années. Or, ce postulat ne peut plus être considéré comme vrai. En effet, la réalité sur le terrain a peut-être déjà changé.
je ne saurais critiquer cette conclusion. La réalité sur le terrain a changé parce que le paysage politique a changé depuis 82. Les gouvernements provinciaux, en grande partie populistes, ont coordonné leurs efforts pour réaffirmer ce qu'ils décrivent comme la suprématie législative sur la suprématie constitutionnelle et la suprématie de la Charte. Nous connaissons aujourd'hui une époque de choc de plein front entre premier ministre majoritaire et audacieux et structure de gouvernance et responsabilité. Ces premiers ministres des provinces se méprennent fondamentalement sur le fait que l'obtention d'une majorité confère une légitimité démocratique à l'utilisation de l'article 33. En Ontario, Doug Ford a déclaré que c'était équivalent à l'approche de la CAQ au Québec pour la loi sur la laïcité, la loi 21 et la loi sur la protection de la langue. Idem en Saskatchewan pour la loi sur les pronoms. Il y a un penchant majoritaire évident pour l'utilisation de la disposition des dérogations qui dénonce les décisions judiciaires sur la constitutionnalité ou pire les annule par l'utilisation préemptive de l'article 33, c'est-à-dire l'utilisation de la disposition des dérogations avant qu'elle ne soit contestée par la procédure judiciaire. À mon avis, cette utilisation préventive est une admission que la loi enfreindrait autrement les droits constitutionnels garantis par la Charte. Si votre loi est constitutionnelle, défendez-la comme telle. Ce n'est pas une affirmation qui devrait être controversée. Pierre Poilievre emboîte le pas à ses premiers ministres provinciaux. Il a déjà déclaré qu'il emploierait la disposition de dérogation pour renverser un arrêt de la Cour suprême de 2022 sur l'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Il a également fait allusion à son utilisation à d'autres fins en droit pénal lors d'un discours devant l'Association canadienne des policiers en avril. Il a déclaré « Je serai le premier ministre démocratiquement élu, démocratiquement responsable devant le peuple, et celui-ci pourra juger lui-même si mes lois sont constitutionnelles. » Cette façon de dire les choses semble fortement familière avec celle des provinces, mais le malentendu de base demeure. Être démocratiquement responsable devant le peuple signifie être devable envers tous les citoyens, pas seulement ceux qui ont voté pour vous. En 82, c'était l'une des raisons pour lesquelles on a mis une disposition de temporisation s'échelonnant sur 5 ans. Si les législateurs ont le dernier mot en matière de droit, les urnes étaient considérées comme l'endroit approprié pour accepter ou renoncer à une limitation de ces droits. Mais la politique aujourd'hui ne correspond plus à celle d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, on voit que les attaques personnelles l'emportent sur les politiques. Nous voyons que la division, la désinformation prend plus de place que la substance. Il s'agit donc d'un électorat plus en plus désengagé que le nôtre, qui en a assez des titres attrapeurs ou des publications ouvertement partisanes, ou au contraire, qui encourage le vitriol et les mots d'ordre simplistes. Si l'on souhaite que les urnes soient le lieu approprié pour déterminer nos droits, il faut que l'électorat soit mobilisé et informé, ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Sabrina Delhan, directrice générale du Centre Samara pour la démocratie, partage cet avis. Elle a déclaré « L'article 33 présuppose qu'il y a une troisième partie au dialogue perpétuel entre les tribunaux et les législateurs au Canada, à savoir un électorat actif, éclairé et habilité. Mais la politique canadienne n'a jamais été aussi toxique qu'aujourd'hui. La règle de la majorité engendre la méfiance à l'égard de la démocratie. Les conclusions de l'Institut national pour la démocratie et l'assistance électorale identifient les moteurs du recul démocratique. Il s'agit notamment de la montée des partis populistes au gouvernement, de la polarisation sociétale et politique, de l'imitation du comportement antidémocratique d'autres pays et de la diffusion de la désinformation. C'est là que l'utilisation de la disposition de dérogation ne suffit pas, que l'idée de tyrannie de la majorité s'insinue dans la discussion et que les droits des groupes minoritaires peuvent être écartés. Et voilà où le Sénat peut jouer son rôle constitutionnel. Alors que la disposition de dérogation peut bâillonner le pouvoir judiciaire, le Sénat, lui, est libre de s'exprimer sur son utilisation. Dans le renvoi relatif à la réforme du Sénat de 2014, la Cour suprême du Canada a réaffirmé que chaque région a bénéficié d'une représentation égale au Sénat, indépendamment de sa population, afin de garantir que leur voix continuerait d'être entendue dans le processus législatif, même si elles devenaient des minorités au sein de la population globale du Canada. Le paragraphe 16 du renvoi évoque la représentation constitutionnelle par le Sénat de personnes largement sous-représentées à la Chambre des communes, tels que les groupes autochtones et les minorités, qu'elles soient linguistiques, ethniques, sexuelles ou religieuses.
Au point 57, la Cour suprême, dans le renvoi, poursuivait, disant qu'il est clair que l'intention était de faire du Sénat un organe totalement indépendant qui pourrait examiner à tête reposée les mesures de la Chambre des communes. Les auteurs de la Constitution ont cherché à doter le Sénat d'une indépendance par rapport au processus électoral auquel les membres des chambres de communes étaient soumis, afin d'éloigner les sénateurs d'une arène politique partisane qui exigeait une prise en compte constante des objectifs politiques à court terme. Le Sénat a pour rôle constitutionnel de protéger les minorités, régionales ou autres, et de le faire en toute indépendance. Le recours à la disposition de dérogation est par définition, à court terme, et politique. Son utilisation pour bousculer les droits des minorités au gré des caprices d'une majorité élue va à l'encontre de l'esprit de la Constitution et du Sénat et du rôle que devrait jouer le Sénat. Un Sénat qui ne peut être omis du processus visé par l'article 33 de la Charte de la Constitution. Caitlin Salvino, dans son article intitulé « Nonobstant les droits des minorités, repenser la disposition de dérogation du Canada », écrivait « Les groupes minoritaires sont vulnérables au ciblage par entremise de la disposition de dérogation car les processus de responsabilité démocratique prévus à l'article 33 ne peuvent pas protéger leurs intérêts. Par conséquent, le risque politique lié à la disposition de dérogation est peu dissuasif lorsque des groupes minoritaires sont ciblés. » Mme Salvino dit en outre « Les législateurs élus font souvent fi des droits des minorités ou les ignorent, minorités qui n'ont pas de représentation politique et qui ne sont pas nécessaires en tant que électeurs. » Mme Salvino dit que le corps législatif représente principalement les intérêts de la majorité qui peut être apathique ou même soutenir activement le ciblage des groupes minoritaires. Ces cas créent des situations dans lesquelles les gouvernements peuvent invoquer la disposition de dérogation pour cibler des groupes minoritaires avec peu d'opposition au sein du corps législatif ou de nécessité de délibérations approfondies. Ce sont des craintes que je partage. L'apathie de la majorité à l'égard des droits minoritaires, l'impact minime des groupes minoritaires aux urnes et les obstacles au vote, tous amplifiés par l'hypocrite loi sur les élections équitables, une loi introduite d'ailleurs, je dois le dire, par le ministre Poilievre de l'époque, sont des réflexions que le Sénat doit prendre en compte, surtout dans un contexte de Sénat plus indépendant. Je pense qu'il serait bénéfique pour le Sénat d'envisager une sorte de liste de vérification au cas où nous recevrions un jour une loi gouvernementale qui invoquait la disposition de dérogation, quelle que soit la couleur politique. Une liste non exhaustive de questions pourrait inclure 1. Le recours à la disposition de dérogation a-t-il un caractère préventif ou répond-il à une décision de notre plus haute juridiction? 2. Le ministre de la Justice a-t-il déposé une déclaration en vertu de la Charte liée avec le projet de loi à l'examen? 3. Une consultation publique a-t-elle été organisée? Et la Chambre a-t-elle tenu un comité sur cette question? Sur ce point, si l'électorat est l'arbitre final pour l'emploi de l'article 33, il doit être informé et comprendre ce qui est en jeu. 4. Le gouvernement a-t-il eu recours à l'attribution de temps pour limiter les débats? Et peut-être mes collègues ont-ils d'autres questions? Et je suis impatient de les entendre. Une autre idée qui s'appliquerait à l'autre endroit serait une limite législative, comme l'a écrit Andrew Coyne cet été, ou de préférence, à mon sens, d'exiger une supermajorité de 60 ou 66 pour invoquer la disposition de dérogation. C'est ce qu'avait proposé originellement Peter Lougheed de l'Alberta. Lougheed était un fervent défenseur de la disposition de dérogation et lors d'une conférence en 1991, il a proposé un ensemble de réformes visant à empêcher son utilisation abusive. En tant que l'un des auteurs de cette réforme, il a clairement indiqué que les gouvernements abusent de l'article 33 tel qu'il était prévu à l'origine et tel que le comprenaient les auteurs de cette clause, de cette disposition. Au-delà de l'exigence d'une supermajorité de 60 %, le contenu de ces mesures à Lougheed incluait 1. Exposer clairement les raisons du recours à l'article 33 afin que l'électorat puisse évaluer les compromis et 2. L'interdiction de devancer le contrôle judiciaire. Selon Lougheed, agir ainsi est antidémocratique dans la mesure où l'objectif de l'article 33 était d'asseoir la suprématie ultime du Parlement sur le judiciaire et non la domination, l'exclusion du rôle du judiciaire dans l'interprétation des articles pertinents de la Charte des droits. Avec ces réformes potentielles, dis-je, je serais beaucoup plus à l'aise avec l'inclusion de la disposition de dérogation dans notre Constitution. Il est regrettable que l'objectif de cet article, tel que prévu à l'origine, ait été si malmené par les gouvernements populistes provinciaux du Canada.
Je terminerai par un extrait de l'avocate Marion Sandilands qui a contribué un essai à la série que j'ai mentionné précédemment. Elle disait « Le tabou quant à l'utilisation de l'article 33 a été levé. C'est particulièrement inquiétant dans un monde où les démocraties libérales sont menacées, où le populisme monte partout, y compris au Canada. Des constitutions solides protègent contre les caprices du populisme et les abus de pouvoir. » Sénateur Harder, je suis désolé. Oui, 10 secondes, on donne 10 secondes, oui. On permet au sénateur de terminer son discours? Oui. Les sénateurs sont-ils d'accord? Allez-y. Merci. Bref. Des constitutions solides protègent contre les caprices du populisme et les abus de pouvoir. L'enjeu est on ne peut plus clair. Ces utilisations de la dérogation, de la disposition de dérogation affaiblissent la Constitution du Canada au moment où elle est le plus nécessaire. Nous sommes pris dans un combat entre le suprématie législative d'une part et la suprématie judiciaire d'autre part. La question n'est pas de savoir quelle suprématie doit prévaloir. La question est plutôt la suivante. Qu'en est-il de la suprématie constitutionnelle? Merci.